Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Analyse Hebdo. Comme chaque semaine, vous le savez, nous revenons sur ce qui fait l'actualité en Guadeloupe et dans le reste du monde, et ce grâce bien sûr à l'analyse de Georges Calixte, politologue et docteur en sciences politiques. Bonsoir Georges. Bonsoir Marius, bonsoir aux téléspectateurs d'Éclair TV. Le grand retour du carnaval, les dernières évolutions de la crise sociale et la candidature de Christiane Taubira sont vos sujets du jour. On les décortique ensemble dans un instant. Georges Calixte, les carnavaliers de toutes les communes ont renoué avec les déboulés cette semaine, et ce de manière officielle. Que signifie cette liberté retrouvée face aux règles sanitaires ? Quand on fait une approche visuelle du carnaval et de ce que j'ai pu voir, où manifestement l'expression corporelle dont on dit qu'il est le langage du silence était le moyen par lequel certains s'exprimaient, mais de manière quasiment effervescente, il y avait un besoin de carnaval que personne ne peut contester. Cependant, je vous propose d'aller un peu plus loin dans l'analyse du carnaval, au-delà bien évidemment du fait qu'il soit considéré comme étant un espace social de défoulement. Et je me suis intéressé à deux approches du carnaval. D'un côté, l'approche marxiste, et nous travaillons beaucoup avec les publications de Marcel Rioux, et d'un autre côté, une approche plus anthropologique avec Emmanuel Lallemand. Alors, le carnaval, quand vous voyez des gens défiler dans la rue, certains y voient d'abord une soupape de sécurité, et là nous sommes dans l'approche marxiste, je m'entends bien, une soupape de sécurité qui est nécessaire pour permettre à l'ordre établi de pouvoir continuer à se stabiliser. Autrement dit, le carnaval, exactement comme l'était, rappelez-vous, avant la religion judéo-chrétienne, qui était très stricte par rapport à la séparation entre le corps et l'âme, où il fallait quasiment meurtrir le corps et prendre du recul par rapport à toute forme d'amusement, eh bien, il y avait une tolérance de moments où il y avait des transgressions que même l'Église acceptait. Et si vous voulez, dans ce même ordre d'idées, le capitalisme utilise la fête comme un élément de régulation sociale dans la mesure où ça atténue les tensions sociales. En même temps, et la même approche dit qu'il était difficile pour le capitalisme de faire autrement, puisque par définition, nous avons toujours besoin d'un moyen de lutter contre les formes d'aliénation. Et qu'en particulier, le capitalisme est une forme d'aliénation, s'impose à nous, et par conséquent, face à cette imposition ressentie, nous avons besoin de ce qu'on appelle des logiques émancipatoires. Et le carnaval entre dans ces logiques émancipatoires en tant qu'il donne le sentiment à celui qui s'exprime de pouvoir donner du sens à ce qu'il fait sans que ce sens soit déterminé par le système capitaliste, et par conséquent donner également la possibilité de s'exprimer à travers l'expression corporelle. Autrement dit, lorsque nous voyons les femmes et les hommes dans la rue de manière très effervescente en tout cas, en train de s'exprimer, bien écoutez, on peut s'étonner qu'ils s'expriment de la sorte, mais si on se met du point de vue marxiste, eh bien, nous sommes dans une logique quasiment de lutte de classe où la logique émancipatoire devient un moyen de pouvoir s'émanciper par rapport à l'aliénation et au contraire du système capitaliste. Premier élément. Maintenant, beaucoup plus proche de nous et de manière plus anthropologique, il y a les travaux d'Emmanuel Lallemand qui parlent de l'idée que la fête est nécessaire pour renforcer le lien social. C'est-à-dire qu'humainement, nous ne sommes pas faits pour vivre essentiellement dans l'entre-soi et d'en avoir comme espace extérieur limité par le cercle familial. Nous avons besoin de créer du lien social
Et ce besoin de créer du lien social nous amène à aller systématiquement vers l'autre. Autrement dit, la participation collective à l'expression corporelle à travers le carnaval est un moyen de trouver du lien, en tout cas de créer et de renforcer le lien social. Et il ne faut donc pas être surpris que j'ai regardé donc pour le carnaval enfin libéré, et vous avez vu qu'il y avait des manifestations extraordinaires, on sentait que la population en avait besoin. Donc, quand encore vous voyez des femmes et des hommes s'exprimer corporellement dans le carnaval, une deuxième lecture peut être une lecture anthropologique, à savoir que le carnaval devient un instrument identitaire, devient un instrument de créativité et par conséquent un instrument de création du lien social. Voilà, ça va peut-être surprendre nos téléspectateurs de voir qu'une simple expression corporelle puisse être regardée avec deux perspectives marxistes ou anthropologiques différentes, mais c'est vrai qu'il est toujours bon quand se produisent ce qu'on appelle des paramètres régulateurs dans notre société, et c'est le cas du carnaval, eh bien d'essayer de voir aussi quelle est la signification cachée que ces comportements peuvent mettre en évidence. Et vous êtes là pour ça, Georges, d'ailleurs. Bien, je vous propose de passer au deuxième sujet de la semaine. Un point sur la crise sociale vous attend dans un instant. Georges Calixte, les élus guadeloupéens ont proposé hier un résumé de propositions face aux revendications du collectif de la lutte contre l'obligation vaccinale. Cela traduit-il une avancée majeure dans la crise sociale ? Une avancée majeure, non. Il y a d'un côté un indicateur qui était la mobilisation de Basse-Terre que nous allons analyser, et d'un autre, la stratégie menée par les élus. Et il faut comprendre quels en sont les enjeux. Alors d'abord, concernant la mobilisation sur Basse-Terre, on ne peut pas dire qu'il s'est agi, alors qu'il y avait un appel à la mobilisation générale mardi dernier, d'un succès, puisqu'il y a eu très peu de perturbations, très peu également de manifestants, en tout cas moins que ce qu'on aurait pu en attendre, et il y a eu des sittings, des passages, près des institutions que sont le conseil régional et le conseil départemental, sans que les manifestants, en tout cas les membres du collectif, n'aient été reçus. Donc, sur ce point, on peut parler d'une stagnation du collectif et particulièrement du mouvement social. Maintenant, les élus ne pouvaient pas, alors même qu'ils ont été sollicités pour discuter autour de la plateforme du collectif, ne pouvaient pas non plus rester inactifs. Et il faut comprendre leur démarche comme étant celle consistant à dire « mais nous ne sommes pas dépourvus de solutions, mais nous avons déjà, dans un premier temps, fait certaines propositions que nous avons récemment affinées, puisque c'était présenté, je crois, avant-hier. 3 axes et plusieurs propositions pour un montant d'à peu près 1 milliard d'euros. Et ce qu'il y a donc d'intéressant, c'est l'évolution de nos élus dans la perspective des rapports avec la France. Pour une fois, et j'avoue qu'il s'agit là d'une démarche qui va dans le bon sens, plutôt que de rappeler les spécificités et de demander des moyens supplémentaires au nom de l'éloignement ou de l'insularité, ils sont rentrés dans la logique gestionnaire du gouvernement, à savoir qu'ils ont fixé un certain nombre d'objectifs, ils les ont chiffrés, et dans ces objectifs, ils ont fait la séparation entre ce qu'ils peuvent faire et ce qui relève de la compétence de l'État. Et à partir de ce moment, ils ont estimé sur à peu près le milliard d'euros qui sera nécessaire pour le court, moyen et long terme, que l'État en tout cas serait concerné pour environ 453 millions d'euros. Alors ne nous faisons pas d'illusions parce que même s'il y a cette entrée dans la rationalité gestionnaire du gouvernement, la stratégie du gouvernement la connaît, à savoir qu'il va s'appuyer sur les contrats de convergence, il va s'appuyer sur le plan de relance et il dira « moi je suis prêt à participer », mais dans le cadre
des différents dispositifs existants, à savoir contrat de convergence et plan de relance. Donc oui, cette initiative des élus marque une nouvelle phase, au moins dans l'approche plus rationnelle des rapports avec la France. D'ailleurs, le troisième axe, je vous le rappelle, concerne l'évolution des institutions sur la base d'un rapport plus partenarial avec la France. Et c'est vrai que de ce côté, les élus, il ne faut pas non plus qu'ils s'attendent à une participation massive de l'État, puisque au-delà des dispositifs existants, reste la problématique des 400 millions que l'État aurait promis, mais que pour l'instant il n'a jamais consacré, en tout cas par un élément écrit. Et donc c'est vrai que nos élus ont pris cette initiative, mais doivent rester vigilants. Et je voudrais simplement rappeler, puisqu'on a vu le collectif avec ses difficultés, les élus avec leur stratégie, et également la stratégie de l'État. Puisque au moment où le carnaval approche et que la période électorale liée à la présidentielle arrive à grands pas, vous avez constaté que malgré des chiffres en baisse, c'est vrai, mais une vingtaine de morts au cours de la semaine, et encore plus de 1000 cas pour 100 000 habitants, vous avez constaté que la préfecture a quand même fait un effort visant à atténuer, en tout cas, carnaval possible. On a vu ce que ça a donné en matière de port de masque ou de gestes barrières, mais ça, il sera difficile de l'éviter. C'est vraiment l'expression corporelle qui fait que ce lien social amène parfois à certaines dérives. On a vu également qu'il y a eu d'autres clusters, pourtant le carnaval a été autorisé. Ça veut donc dire que pour pouvoir atténuer, et là on peut rentrer dans l'approche marxiste, pour pouvoir atténuer la tension sociale à venir que va créer d'une part à partir du 7 mars l'application du pass vaccinal, pour également compenser le fait que depuis mardi dernier, tous ceux qui avaient pris leur deuxième dose avant le 15 octobre 2021 et qui n'ont pas renouvelé cette deuxième dose, donc c'était le mardi 15 dernier, eh bien ont vu leur passe sanitaire désactivé. Autrement dit, ils ne sont plus, si vous voulez, dans les conditions du pass vaccinal, puisque leur schéma vaccinal n'est plus complet. Voilà, donc on a cette stratégie de l'État que l'on pourrait qualifier de la carotte et du bâton, à savoir que, attention, il y aura de toute façon application à partir du 7, mais en même temps, alors même que les paramètres pourraient appeler à une plus grande vigilance, l'État est beaucoup plus souple par rapport, et je reste persuadé, à des problématiques politiques nationales. Voilà donc ce qu'on pouvait dire concernant les trois principaux acteurs, et on se résume très rapidement. Stagnation de la dynamique du collectif, changement de stratégie plus gestionnaire, plus rationnel concernant nos élus, et s'agissant de l'État, eh bien, une forme d'approche qui est à la fois stricte, application du pass, mais en même temps souple, permissivité, alors, en tout cas je ne sais pas si le terme n'est pas exagéré, mais en tout cas tolérance d'un certain nombre d'expressions qui sont encadrés bien sûr par les groupes et qui de toute façon font partie de la culture guadeloupéenne. Bien, je vous propose de passer au troisième sujet de la semaine. L'aventure de Christiane Taubira vers les prochaines présidentielles va-t-elle tourner court? Votre analyse dans un instant. Georges Calixte, Christiane Taubira pourra-t-elle aller jusqu'au bout de sa campagne malgré les parrainages manquants? La candidate persévère toutefois. Alors elle persévère, mais dans des conditions difficiles. Alors, pour rappel, Christiane Taubira avait gagné la consultation populaire. Je rappelle cependant qu'elle a gagné avec 400 000 votants, alors qu'en 2017, il y avait 2 millions. Je l'ai rappelé sur les ondes d'Éclair TV. Ensuite, elle vient d'être lâchée par le parti des radicaux de gauche. Autre obstacle dont elle n'a pas caché avoir du mal à affronter, ce sont les 500 parrainages. Et vous voyez qu'un certain nombre d'élus, même un certain nombre d'élus d'outre-mer, se sont déjà, puisque ce sont en général les élus locaux qui parrainent, se sont déjà engagés au niveau d'autres candidats. Donc je crois qu'elle a dit avoir hier, alors qu'il lui reste 3 semaines, avoir uniquement 65 parrainages. Et qu'elle n'a plus, sur 500. En plus, je voudrais rappeler aux téléspectateurs d'Éclair TV que quand on parle de 500, il ne s'agit pas de prendre 500 élus locaux
et de pouvoir parrainer. D'abord, un élu local ne peut parrainer qu'un seul candidat. Il faut de 500 signatures, mais avec des élus qui viennent de 30 départements différents. Et non seulement il y a 30 départements différents, mais aucun des départements ne peut donner plus de 50 parrainages. Autrement dit, c'est un moyen de filtrer pour qu'il n'y ait pas 300 candidats à la présidence de la République. Mais ce sont des obstacles difficiles qui mettent Christiane Taubira en grande difficulté à remplir ne serait-ce que la formalité constitutionnelle des parrainages. Et me semble-t-il, en plus elle a diminué dans les sondages, elle est passée à 4%, me semble-t-il que sa stratégie la plus rationnelle actuellement serait peut-être de faire une alliance avec un des ténors politiques de la gauche. On parle des écologistes. Attendons, puisque de toute façon, elle ne peut plus d'elle-même avoir ces parrainages qui lui permettront de continuer sa course à la présidence. Donc, attendons et voyons quel choix elle fera par rapport aux alliances qui vont se produire. Mais c'est vrai que bon, ça aurait été intéressant que l'ultramarine, y compris de son envergure, puisqu'elle était numéro 2 d'un gouvernement socialiste, puisse participer à l'élection présidentielle. Maintenant, il y a un certain nombre de règles qui parfois, eh bien, écoutez, ne sont pas favorables, pas seulement aux ultramarins. Je pense qu'il y a d'autres petits candidats qui auront des difficultés à avoir ces 500 parrainages. Voilà. Merci. Donc. Merci Georges pour votre analyse. Aux téléspectateurs d'Éclair TV, merci surtout de nous être fidèles chaque vendredi. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro d'Analyse Hebdo. Passez une excellente semaine sur Éclair TV.